À l'occasion de Noël, ma sœur s'est levée, a tapoté son verre et a annoncé comme si elle recevait un prix, « Maman et papa me donnent la maison. Justine n'aura rien. » La pièce a éclaté. Des acclamations, des sifflements. Quelqu'un a même crié, « Enfin !» Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste souri de la façon dont on sourit quand une tempête arrive, mais qu'on sait déjà que le toit leur appartient, pas à soi. J'ai posé ma fourchette. « Papa » ai-je dit doucement. Je leur dis où tu le fais ? Son visage s'est vidé. Ma sœur s'est figée. Et à ce moment-là, tout le monde a su que quelque chose allait arriver. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après ce silence, dites-moi, d'où écoutez-vous ce soir ? Cela m'aide de savoir qu'il y a des gens qui ont vécu des situations familiales comme la mienne. Je m'appelle Justine Dubois, et si vous aviez rencontré ma famille avant ce Noël, vous auriez pu penser que nous étions proches. Le genre de tableau idyllique que les gens postent sur les cartes de vœux, puis la sortie, souriant devant un sapin, faisant semblant de ne jamais élever la voix. Mais les familles comme la mienne ne se brisent pas de manière bruyante et évidente. Elles se fissurent en silence, par de petits choix, par qui est écouté et qui est ignoré. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu dans cet espace silencieux où les gens ne vous remarquent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Jeanne, ma sœur cadette, n'a jamais connu cet espace. Elle était la préférée. Brillante, bruyante, pleine de charme. Le genre de fille que les proches adorent lors des réunions, la qualifiant de « naturelle » et d'étincelle. Je ne la détestais pas pour cela. J'ai juste appris très tôt que je devrais construire ma vie seule, car rien ne me serait jamais offert comme cela l'était pour elle. En grandissant, j'ai regardé mes parents déverser leur attention sur Jeanne comme si elle était une plante qui avait besoin d'un arrosage constant, cours de danse, camp d'été, leçons privées, des choses qu'on me disait ne pas pouvoir se permettre quand je les demandais. Plus tard, quand j'ai déménagé à Lyon pour le travail, ils ont appelé cela de l'égoïsme, comme si choisir l'indépendance signifiait les abandonner. Pendant ce temps, Jeanne est restée proche, venant tous les week-ends, se glissant dans le petit moule parfait qu'ils avaient sculpté pour elle. Pourtant, je continuais à rentrer pour les fêtes, principalement pour ma grand-mère. Évelyne Dubois, esprit vif, cheveux argentés, la seule personne de la famille qui me regardait avec une réelle fierté. Quand elle me serrait dans ses bras à la porte, cela ne ressemblait pas à une obligation. Cela ressemblait à être vu. Elle me tapotait la joue, murmurait quelque chose comme « Tu es plus forte qu'il ne le pense », puis se glissait de nouveau dans sa chaise comme si elle ne venait pas de me donner assez de carburant pour durer une année de plus. Ce Noël a semblé étrange avant même de commencer. L'air dans la maison était différent. Épais, lourd de présages, comme si tout le monde avait été mis au courant d'un secret que je n'étais pas censé entendre. Maman virevoltait dans la cuisine avec ce sourire crispé qu'elle arbore quand elle cache quelque chose. Papa ne me regardait pas dans les yeux plus d'une seconde. Jeanne n'arrêtait pas d'enlever des peluches de sa robe, même si elle était parfaitement propre. Et quand je suis entrée dans la salle à manger, j'ai remarqué une chose de plus. Une chaise vide à côté de la mienne manquait. Pas déplacée, pas repoussée, disparue. J'aurais dû savoir à ce moment-là. On pourrait penser que la chaise vide aurait été un avertissement suffisant, mais dans ma famille, les signes sont toujours silencieux avant d'exploser. Je me suis assise quand même, lissant ma serviette sur mes genoux, faisant semblant de ne pas remarquer la façon dont les conversations s'éteignaient chaque fois que j'entrais dans la pièce. Elles s'aplatissaient une seconde, comme si quelqu'un avait appuyé sur muet, puis reprenait avec des rires forcés dès que je passais. Jeanne flottait comme la star de son propre défilé, vérifiant les couverts, ajustant les angles du centre de table, murmurant de petites aides à maman qui les faisaient sourire toutes les deux. De temps en temps, elle me regardait avec un sourire pincé, poli mais vide, comme si j'étais une collègue qu'elle tolérait à peine. Cela n'a pas toujours été comme ça. Pendant longtemps, Jeanne et moi n'étions que deux enfants, partageant une chambre, se passant des notes sous la porte quand nous étions censés dormir. Elle me tressait les cheveux, me volait mes pulls, me suppliait de la conduire partout une fois que j'avais mon permis. Mais quelque part entre le lycée et l'âge adulte, quelque chose a changé. Elle s'est glissée confortablement dans le rôle que mes parents avaient construit pour elle, la fille en or, la fille parfaite, tandis que je me suis glissée discrètement hors du cadre. La situation de la maison avait commencé 6 mois plus tôt,
bien avant l'annonce de Noël. C'était un samedi humide de juin quand maman a appelé, me demandant de rentrer pour quelque chose d'important. Aucun détail, aucun avertissement. Quand je suis arrivée, ils m'ont conduite directement à la table à manger, la même table où tout allait plus tard s'effondrer. Papa avait un dossier étalé comme une présentation. Maman souriait trop fort, comme si son visage lui faisait mal à force de se tendre. Chérie, commença papa, nous refinançons la maison. Juste une simple signature, de meilleur taux. Tu n'auras à te soucier de rien. Même alors, quelque chose en moi s'est tendu. Ma famille ne me demandait jamais d'aide à moins qu'elle n'ait besoin de plus qu'elle n'était prête à admettre. J'ai feuilleté les papiers, le cœur battant tandis que j'essayais de comprendre les chiffres. Quelque chose clochait. Trop de pages, trop de montants noircis, trop d'explications hâtives. Puis je les emportais avec moi, ai-je demandé, en gardant ma voix égale. Mon avocat peut les examiner. Le silence qui a suivi m'a tout dit. Le sourire de maman a flanché. Papa a refermé le dossier trop vite, comme s'il regrettait de l'avoir mis devant moi en premier lieu. C'est juste une formalité, a-t-il insisté. Pourquoi compliquer les choses ? Mais j'ai pris le dossier quand même. De retour à Lyon, mon avocate a feuilleté les papiers, les sourcils se haussant de page en page. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas traîné. Elle m'a appelé le lendemain matin. Ce n'est pas un refinancement, a-t-elle dit. C'est un transfert de responsabilité. Si vous signez, vous êtes responsable de leurs dettes. Dettes ? J'ai fixé le téléphone, engourdi. Quelle dette ? Elle a expliqué lentement, avec soin. Une deuxième hypothèque, des mois de paiement manqués, des lettres de saisie, des choses que je ne savais même pas exister. Et au moment où j'ai compris, quelque chose en moi s'est verrouillé, pas de la colère, pas encore, quelque chose de plus froid, quelque chose de stable. 2 mois plus tard, papa a rappelé, cette fois pour demander de l'argent. Pas un prêt, pas de l'aide, de l'argent. Il a dit que c'était pour les frais médicaux de maman. Mais quand j'ai proposé de payer l'hôpital directement, il s'est effondré. L'histoire a changé. La vérité a éclaté. Paiement en retard, échéance, désespoir. Et maintenant, assise à cette table de Noël, regardant Jeanne briller sous l'attention de tous, le poids de ces 2 mois pesait contre mes côtes. Il ne lui donnait pas la maison. Il lui donnait la dette. Et il s'attendait à ce que je reste tranquillement assise à côté d'elle pendant que cela se produisait. À l'approche de novembre, le secret se tenait entre mes parents et moi comme un fil sous tension. Nous n'avons pas parlé des papiers que j'avais refusé de signer ni de l'appel où papa avait avoué la vérité. Nos conversations se sont réduites à des bulletins météorologiques et des questions sur le travail, comme si les banalités pouvaient couvrir un cratère. Il ne savait pas que j'avais fait plus que refuser. J'avais moi-même consulté les registres immobiliers. Je connaissais la deuxième hypothèque, les intérêts qui les rongeaient, le compte à rebours de la saisie qui avait déjà commencé. Ils se noyaient et essayaient d'entraîner quelqu'un d'autre avec eux. Au début, j'ai pensé que cette personne devait toujours être moi. J'étais celle qui avait un emploi stable à Lyon. Pas d'enfant, la personne qu'ils considéraient comme un filet de sécurité auquel ils avaient droit. Leur dire non, c'était comme apprendre une nouvelle langue au goût de culpabilité. Puis Jeanne a commencé à poster des indices en ligne, des légendes sur de grands changements, des photos sur le perron avec nos parents, des blagues sur le fait d'être prête à devenir propriétaire. Chaque publication donnait l'impression qu'une autre pièce s'assemblait. Une semaine avant Noël, maman a appelé pour me dire avec enthousiasme à quel point Jeanne était impatiente de recevoir plus souvent une fois que les choses seraient réglées avec la maison. Elle l'a dit légèrement, comme si la maison était un doux héritage, et non une bombe qu'ils emballaient avec un ruban. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'espérer qu'il réglerait ça seul. Je suis allée à mon bureau, j'ai sorti un dossier et j'ai commencé à le remplir. Des copies des paiements en retard, des avis, les pages récapitulatives qui montraient exactement à quel point ils étaient endettés. Je n'avais pas l'intention de les humilier. Je voulais juste m'assurer que personne ne pourrait dire qu'il ne savait pas dans quoi il s'engageait. Le matin de Noël, je suis rentrée avec ce dossier dans mon sac et un nœud à l'estomac. Une partie de moi voulait encore croire qu'ils m'écarteraient, qu'ils admettraient que le plan était allé trop loin. Au lieu de cela,
maman m'a accueillie à la porte avec une étreinte serrée qui sentait le parfum et l'attention. Tu es belle, a-t-elle dit. Jeanne sera si heureuse que tu sois là. La façon dont elle a dit « Jeanne » et non « nous » m'a tout dit. À l'intérieur, la salle à manger était dressée. Des rallonges à la table, des verres brillants, chaque chaise occupée sauf la mienne. Ma grand-mère a croisé mon regard depuis sa place habituelle et m'a fait un petit signe de tête, comme si elle en savait plus qu'elle ne le disait. En me glissant à ma place, ma main a effleuré le bord de mon sac. Papier contre toile, preuve contre déni. S'il transformait ce dîner en spectacle, j'en avais assez de jouer les figurantes silencieuses. Quand ma sœur s'est levée de sa chaise et a tapoté son verre, je savais déjà que j'allais assister au lever de rideau d'une représentation qu'ils avaient répétée sans moi. Jeanne se tenait là, rayonnante, ses cheveux parfaitement bouclés, le collier que notre grand-mère lui avait donné, captant la lumière comme s'il avait été choisi spécifiquement pour le moment qu'elle allait voler. Maman et papa me donnent la maison, a-t-elle annoncé, sa voix assez claire pour porter à travers chaque assiette et chaque verre. Justine n'aura rien. La pièce a éclaté avant même que la signification n'ait fini de s'installer. Des acclamations, de forts applaudissements, quelques sifflements, et le genre de rire que les gens utilisent quand ils pensent soutenir quelque chose de bien. Quelqu'un a même tapé papa dans le dos. Ma mère a essuyé le coin de son œil comme si elle assistait à des fiançailles. Je n'ai pas touché mon verre. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste regardé Jeanne et j'ai souri. Pas largement, pas chaleureusement, le genre de sourire qui porte le poids de tout ce que vous ne dites pas encore. Puis j'ai posé ma fourchette sur mon assiette et j'ai demandé à papa, je leur dis où tu le fais? L'effet a été instantané. C'était comme si mes mots avaient coupé un fil. La pièce est tombée dans un silence si lourd que j'entendais le radiateur tic-taquer. La main de papa a glissé. Sa fourchette a heurté l'assiette avec un bruit métallique qui a résonné. L'expression de Jeanne s'est pincée. Nous dire quoi? Autour de nous, les proches se sont penchés en avant, flairant le drame. Ma grand-mère a expiré brusquement, comme si elle attendait que quelqu'un, n'importe qui, cesse de faire semblant que tout allait bien. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti le dossier et je l'ai posé devant moi. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai juste laissé là, reposant comme une menace silencieuse. Avant de célébrer que Jeanne est la maison, ai-je dit calmement, vous devriez probablement connaître l'état dans lequel elle se trouve. Papa a essayé de se reprendre. Justine, pas ici. Pourquoi pas, ai-je demandé. Vous n'étiez pas gêné quand vous avez décidé de la lui donner sans lui parler de la dette. Les têtes se sont tournées. Les conversations sont mortes. Jeanne s'est raidie comme si quelqu'un avait tendu une corde en elle. Quelle dette, a-t-elle claqué? J'ai finalement ouvert le dossier. Une pile de factures de paiement et d'avis de retard nous regardait. J'ai fait glisser une page vers l'avant, la ligne récapitulative en gras. Ils sont en retard de paiement, ai-je dit. Sur 2 hypothèques. La seconde a été contractée sans le dire à personne. Ils sont à quelques mois de la saisie, peut-être quelques semaines. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Papa a rougi. Jeanne a cligné des yeux comme si elle avait été giflée. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, la voix montant. Il me l'aurait dit. Vous ont-ils dit, ai-je demandé, les yeux fixés sur les siens, que la maison est assortie de plus de 100 000 € de dette? Que si vous signez ces papiers, vous êtes responsable de chaque paiement en retard et de chaque pénalité? Quelque chose s'est fissuré dans son expression. Le doute s'est insinué. Papa a réessayé. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est, Justine. On gère ça. Vous gérez ça? J'ai brandi une autre page. Parce que celle-ci dit que la banque n'est pas convaincue que vous gérez quoi que ce soit. Il s'est élancé comme s'il pouvait m'arracher le papier des mains, là, devant 20 témoins. Je l'ai retiré avant qu'il ne puisse le toucher. Arrête, a supplié maman. S'il te plaît, ne fais pas ça aujourd'hui. Pourquoi pas, ai-je demandé. C'est vous qui avez choisi aujourd'hui. Les proches ont commencé à s'agiter sur leurs chaises. Certains mal à l'aise, d'autres nouvellement curieux, quelques-uns ouvertement furieux d'être inclus dans ce spectacle pour lequel ils n'avaient pas été préparés. Ma tante Diane a été la première à parler. Daniel, a-t-elle dit sèchement.
Est-ce vrai? Papa n'a pas répondu. Sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait craquer. Maman a enfoui son visage dans sa serviette. Jeanne a regardé entre eux et moi. Mais ils ont dit que la maison était à moi. Ce n'était jamais un cadeau, ai-je dit doucement. C'était une porte de sortie pour eux. Ils avaient besoin de quelqu'un pour porter la dette. D'abord, ils ont essayé de me piéger. Quand ça n'a pas marché, ils vous ont choisi. Jeanne est restée figée dans sa robe à paillettes, tremblante. Son fiancé, Thomas, s'est légèrement éloigné d'elle, comme s'il n'était pas sûr de devoir être associé à tout cela. Elle ment, a-t-il demandé. Mes parents? Maman a sangloté. Papa n'a pas levé les yeux. C'était suffisant. Thomas a repoussé sa chaise et s'est levé. Tu m'as dit que la maison était payée. Tu as dit que nous aurions un nouveau départ. Jeanne a essayé de l'atteindre, mais il a reculé. Tu t'attends à ce que, a-t-il dit, la voix tremblante entre la colère et l'incrédulité, je commence une vie sur un navire qui coule. Thomas, s'il te plaît. Il a secoué la tête. Je n'épouse pas ça. La pièce a halté collectivement alors qu'ils sortaient, passant devant la dinde, devant mes parents stupéfaits, par la porte d'entrée sans regarder en arrière. Les jambes de Jeanne ont lâché. Elle est tombée dans sa chaise, les mains tremblantes, le mascara coulant sur ses joues. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à la petite fille qui se glissait dans mon lit après des cauchemars. Ce n'est pas ma faute, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas. Je sais, ai-je dit doucement. Papa a claqué sa paume sur la table. Tu as tout gâché. Je l'ai regardé. Non, vous avez tout gâché dès l'instant où vous avez essayé de transmettre votre dette à vos enfants comme si c'était un héritage. Tu déchires cette famille, a sangloté maman. Elle était déjà brisée, ai-je dit. Je refuse juste de continuer à balayer les morceaux sous le tapis. Un murmure a parcouru les proches accords, déception, jugement, le genre qui pique encore plus parce qu'il vient de témoins qui ont tout vu. Ma grand-mère s'est levée lentement, utilisant la table pour s'équilibrer. Sa voix, bien que faible, portait plus d'autorité que celle de quiconque. Je t'ai mieux éduqué que ça, a-t-elle dit à mon père. Tes filles ne sont pas des canaux de sauvetage dans lesquels tu dois grimper. Papa a rapetissé. Maman a pleuré plus fort. Jeanne a finalement levé les yeux vers moi, les yeux vides. Qu'est-ce que je fais maintenant? La question a frappé plus profondément qu'elle ne le pensait. Non pas parce que j'avais la réponse, mais parce qu'elle posait enfin la question à la bonne personne. Pas les parents qui lui avaient construit des illusions, mais la sœur qu'ils avaient écartée. Avant que je ne puisse parler, quelqu'un a frappé fort à la porte. Toutes les têtes se sont tournées. Le coup est revenu plus fort. Papa a froncé les sourcils. La porte s'est ouverte et une femme est entrée. Costume simple, badge accroché à sa ceinture, expression calme et impénétrable. Monsieur et Madame Dubois, a-t-elle demandé. J'ai besoin de vous parler concernant vos dossiers hypothécaires. La pièce a de nouveau éclaté, cette fois dans une vague d'incrédulité. Maman a failli s'effondrer. Papa est devenu blanc. Jeanne a agrippé le bord de la table comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Je n'ai pas bougé. Je suis juste restée assise, respirant lentement, regardant la vérité enfin tomber là où elle devait être. Pourquoi est-elle ici, a murmuré papa, la voix brisée. L'enquêtrice n'a pas cligné des yeux. Nous avons reçu un signalement de potentielle faute financière. J'ai quelques questions. On aurait pu entendre une épingle tomber. Personne n'applaudissait maintenant. Justine, a sangloté maman. Dis-lui que tu as mal compris, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Pas encore, parce que la vérité ne faisait que commencer à se démêler. Quand l'enquêtrice est entrée dans la maison, tout ce qui avait maintenu mes parents ensemble a finalement cédé. Elle a posé des questions calmes et mesurées sur les paiements, les retards, les avis, la deuxième hypothèque, et chaque réponse qu'ils ont évitée a fait paraître la pièce plus petite. Les proches se sont éloignés d'eux comme s'ils reculaient d'un incendie. Jeanne est restée immobile, les mains tremblantes sur ses genoux. Elle n'était plus en colère, juste vidée, comme si quelqu'un lui avait ôté toute couleur. Ma grand-mère s'est tenue derrière elle,
posant une main sur son épaule, stable et silencieuse. Quand l'enquêtrice est partie avec les documents, la maison est tombée dans un lourd silence. Maman a essayé de m'atteindre. Papa a murmuré que je les avais embarrassés. Ni excuses ni reproches n'ont trouvé preneur. J'ai ramassé mon manteau. Jeanne a murmuré, ne pars pas. Je serai toujours là, lui ai-je dit. Juste plus pour leur mensonge. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Mes parents ont été forcés de faire face à ce qu'ils avaient construit couche après couche de secrets, d'excuses et de dettes. La maison a été mise en vente. Ils ont déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été. Plus de grandes annonces. Plus d'illusions d'enfants en or. Jeanne a commencé une thérapie. Elle m'a appelé souvent, parfois pour pleurer, parfois juste pour rester en silence au téléphone. Elle m'a dit qu'elle comprenait enfin pourquoi j'avais cessé de laisser nos parents parler pour moi. Quant à moi, j'ai appris quelque chose que j'aurais dû savoir il y a des années, dire la vérité n'est pas une trahison. Le cacher l'est. Et les familles construites sur le déni finissent toujours par s'effondrer. Si vous avez déjà dû vous tenir seul à une table pleine de gens qui prétendent vous aimer, dites-moi d'où vous écoutez. Et après avoir entendu mon histoire, qu'auriez-vous fait ?